Donc Bafou a aujourd'hui un système qui lui était proposé, qui ressemblait à celui qu'on avait à Paris. Et le Rotary? Rentré à Paris, le Rotary Club d'Orsay, dont le président actuel est à mes côtés, m'a élu président pour l'année 2016-2017. Et donc, en tant que président, je devais me préparer la présidence et donc penser à quelque chose que le Rotary. Le projet Obafou est une succession de rencontres. Mich Alfred, mais vous n'êtes pas présenté. Oui, pour mes amis de Bafou, mon single, mon choukna, Alfred Domeza, fils de Tanke Alfred, donc de Nzunkop, et de Nienjio Lucienne, les deux regrettés malheureusement décédés en 2007. Nienjio Lucienne, c'est la fille de Titia Émile, donc un peu Kango porte ça, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour Alfred. Bonjour. Vous êtes avec Maurice Django et ce projet, l'origine, l'idée, de l'idée jusqu'à là où on est aujourd'hui. Il faut parler. Dis-nous parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors, ça a commencé comment? Le projet Obafou est une succession de rencontres. À l'origine, j'étais en congé en 2015 ici au village et j'allais dire au revoir à mon ami Kamamanka. Je suis allé le saluer à Manka et au passage, en traversant la rivière, j'ai vu des enfants qui pataugeaient dans l'eau. J'ai cru qu'ils faisaient comme nous faisions quand nous étions jeunes. On allait nager dans l'eau et je me suis arrêté pour les féliciter du fait qu'ils essayent de nager. Nager, c'est la vie. Sauf que j'ai découvert qu'ils étaient en train de charger cette eau dans des récipients. Tout bêtement, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ils ne m'ont pas répondu et il y avait un derrière qui était en train de boire. L'eau était boueuse, rouge. Et là, je me suis demandé, mais ils sont devenus fous. Je n'ai même pas compris qu'ils n'avaient pas le choix. Je me suis retourné, j'ai regardé en amont. J'ai vu il y avait des vaches qui étaient en train de brouter de l'herbe qui poussait dans le lit du fleuve de la rivière qui était en train de s'assécher de toutes les façons. Et ces vaches-là piétinaient la même eau. C'est d'ailleurs les vaches qui la rendaient boueuse et les enfants la buvaient en bas. Alors je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Arrivé chez Nkem, j'ai raconté à Nkem ce que je venais de vivre. Et Nkem Apollinaire Djokoun, m'a dit, mais mon cher, tu découvres une réalité qui existe depuis très longtemps. D'ailleurs, moi, j'ai essayé aussi d'apporter une solution. Et effectivement, si vous allez à Manka, vous allez voir qu'il a fait un forage directement devant Manka, qu'il a remis dans sa réserve. Le problème de ce forage-là, il m'a tout dit tout de suite, c'est que la gouvernance est très compliquée à tenir, c'est que la maintenance est très compliquée à tenir. D'ailleurs, au moment où on parlait, le forage était arrêté. Et pourquoi le forage était arrêté? Parce qu'il y a des gens qui sont venus tirer de l'eau pour aller faire des briques de terre. Mais en fait, ce n'était pas destiné à ça, sauf que sans gouvernance, chacun a fait ce qu'il veut. Et donc, en tirant, ils ont fini par faire sauter la pompe. Et évidemment, il n'y avait personne pour réparer. On s'est séparés. L'idée est restée dans ma tête. Revenu en CAC, il y avait le congrès d'un CAC. Et le chef de quartier d'un CAC, Mounafon CAC, il a demandé aux enfants d'un CAC que chacun réfléchisse à quelque chose qu'il peut faire pour le CAC. Et moi, je me suis rappelé de cette histoire d'eau. Et donc, je me suis dit, je pourrais faire un petit puits aménagé et permettre aux gens d'avoir une eau claire. Peut-être pas la meilleure eau du monde, mais ce serait déjà beaucoup mieux que ce que j'avais vu puiser plus tôt. Alors, cette idée ne venait pas de n'importe où. En fait, mon beau-père, le feu Papa Zangesheka Jean Bosco, il avait fait exactement la même chose chez lui, à Yaoundé. Et j'avais vu qu'il distribuait l'eau à ses voisins. Et donc, c'est de là que venait l'idée de je fais un puits aménagé, comme celui qu'il avait fait, et je donne une eau consommable aux habitants d'un CAC. Rentré à Paris, le Rotary Club d'Orsay, dont le président actuel est à mes côtés, m'a élu président
pour l'année 2016-2017. Et donc, en tant que président, je devais me préparer la présidence et donc penser à quelque chose que le Rotary pourrait porter. Donc, j'ai demandé au Rotary s'il ne pourrait pas nous aider à faire un projet comme celui-là. Je pensais toujours à mon puits aménagé. Les membres du Rotary m'ont demandé, mais en fait, ton puits, il va couvrir combien de personnes? Je leur ai dit peut-être 300, 500 personnes, pourquoi pas. Ils m'ont demandé, mais tu nous as dit que ce village-là fait près de 130 000 personnes. J'ai dit oui. Et ils m'ont demandé, mais les autres, ils boivent quoi? Eux, ils ont de l'eau. Je leur ai dit, ben, je pense pas, ils sont pas mieux que ceux dont je parle. Et donc, ils m'ont dit, mais c'est pas rotarien de venir faire de l'eau pour 200 personnes et laisser les milliers d'autres crever. Il faut réfléchir. Je suis rentré dans la communauté et donc j'ai dit, ben moi je connais mon cac et mon puits que je voulais faire. Si on veut aller plus loin, il faut qu'on réfléchisse autrement. Et donc j'ai fait appel au Codeba France, notamment M. Djambou, la présidente du Codeba à ce moment. Et je lui ai dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mon ami Pierre Tsopni, le fils de Forlin, qui est un bulldozer de travail, a été intégré pour travailler et réfléchir à ça. Et c'est ce comité de 3 qui a commencé à travailler sur les prémices de ce qui devait être le projet. Donc on a monté un projet que l'on a présenté au Rotary. Le projet était acceptable. Je me rappelle que le projet, au départ, il était passé de un puits à une demi-douzaine de puits, 6 puits à peu près. Et malgré tout, ça ne couvrait pas assez. Et Pierre Tsopni, il faut le citer, c'est lui qui a eu l'idée de, puisqu'il nous demande d'aider, on va faire quelque chose de plus grand. Donc, on va rentrer au village, on va aller voir les gens du village et on va essayer de voir quel est le projet d'eau du village. On est effectivement revenu et on a rassemblé quelques personnes ici qui connaissaient à peu près le fonctionnement du village et on s'est rendu compte que notre projet de quelques 6 puits ne pouvait pas fonctionner. On a décidé de le monter à 80 à 100 puits. Là, on s'est dit, on a tenu le projet, c'est bon. Et puis, il y a un des intervenants qui nous a dit, je vous recommande d'aller voir le maire, Monsieur Thomas Nsomba, maire en exercice à ce moment. On est allé le voir pour lui présenter un projet qui pour nous était grandiose. Et le maire, en regardant, il nous a dit, votre projet est très bien, sauf que vous ne pouvez pas faire ça à Bafou. Parce que sinon, vous allez transformer Bafou en un gruyère, une véritable passoire avec des trous partout. Le problème des trous, c'est qu'il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Parce que le sol n'est pas pareil. Donc il va falloir faire des solutions par village. Il nous a expliqué qu'on pourrait faire des captages, par exemple en 12 mais il y a des possibilités, des sources qu'on peut capter, mais on pourrait aussi faire des forages, etc. Il a mixé les solutions. Finalement, sorti de la mairie, on a changé le projet et il faisait 5 mini-adductions d'eau pour les 5 kabalas qui étaient prévus. Alors, une fois que le maire a repris le projet et donc l'a transformé pour qu'on en fasse 5 mini-adductions d'eau, donc avec 5 châteaux d'eau qui devaient être remplis par des forages faits pour chacune des adductions d'eau, c'est-à-dire au minimum 2 forages par mini-adduction d'eau, ce qui faisait une dizaine de forages qu'il fallait faire et 5 châteaux qu'il fallait construire. Le projet a été à peu près stabilisé à ce moment. Et donc, revenu en France, le projet a été présenté au Rotary Club d'Orsay qui a fini par le valider ainsi. Le Rotary Club d'Orsay, ce n'est pas des experts en eau. C'est des hommes et des femmes professionnels qui ont décidé de donner un peu de leur temps pour aider d'autres en difficulté. Et donc, la force du Rotary, ce n'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est surtout d'avoir beaucoup de connaissances et de relations. Une des connaissances et des relations du Rotary, c'est Eau sans frontières. Eau sans frontières, c'est un organisme apparenté rotarien, créé par des rotariens, avec pour objectif d'aider ceux qui ont des difficultés d'avoir accès à l'eau potable à y accéder. Nous sommes dans leur vocation. Et donc, le Rotary s'est retourné vers Eau sans frontières pour leur demander de nous aider à voir plus clair sur ce projet. Le délégué général de Eau sans frontières, Philippe Jacques, nous a reçus, comme un cas, Pierre Tsopni et moi-même, au Novotel de Saclay. On a retravaillé, regardé le projet de près. Il a trouvé que le projet était très intéressant, très challengeant. Et donc, il voulait bien qu'on s'en occupe. Mais il nous a dit qu'ils avaient déjà beaucoup de projets et qu'ils ne pouvaient pas rajouter celui-là qui est déjà assez conséquent dans les projets qu'ils ont. Il a donc proposé de nous mettre en relation avec une autre organisation qui fait la même chose, mais sous un autre angle. Et donc, il nous a mis en relation avec M. Philippe Foliasson, délégué général de Aqua Assistance, avec qui le projet
a commencé à être retravaillé. Aqua Assistance, c'est la branche sociale de Suez. C'est une organisation qui est faite des bénévoles professionnels de Suez. Suez, la société qui fait de l'eau en France et en particulier à Paris. Et donc, ils savent de quoi ils parlent, c'est leur métier. Et leur rôle, leur vocation, c'est de prendre sur leur temps libre, sur leur congé, pour aller aider les gens qui en ont besoin. Et donc, Aqua Assistance a passé aussi en revue le projet et ont fini par accepter de le garder. Et donc, ils ont pris la charge de la réalisation du projet. Nous sommes en 2016. Je suis président. Aqua Assistance a accepté le projet et donc on commence à travailler dessus. Aqua Assistance envoie une première délégation au Cameroun, à Bafou. La délégation qui vient en 2016 à Bafou a un objectif, c'est de vérifier que la demande est réelle, le besoin est réel, l'adhésion des populations est réelle, l'adhésion des autorités traditionnelles est réelle et l'adhésion des autorités administratives est réelle. C'est tout. Ils arrivent, ils sont reçus comme des rois. Les populations sont tellement heureuses que quand le Franck Roche, l'un des bénévoles de Aqua Assistance revient, il nous dit « Je mets du verre partout, je ne veux même pas regarder individuellement parce qu'il était complètement abasourdi par ce qu'il a vu. » Le projet vient d'être validé dans sa première étape par Aqua Assistance. Les interventions d'Aqua Assistance ont lieu à des moments très précis. C'est des moments où le système permet, l'environnement permet de voir le système dans sa position la plus difficile. Donc, quand ils vont revenir après pour vérifier la faisabilité du projet, ils vont venir uniquement pendant la période sèche. L'objectif, c'est de s'assurer que si le système fonctionne à ce moment, il fonctionnera pour les autres moments, et notamment la période des pluies. 2017, ils reviennent donc vérifier la faisabilité du projet. Il s'agit maintenant de regarder le projet tel qu'il leur a été présenté et de regarder s'il fonctionne. Ils arrivent, ils font le tour, ils visitent les sites sur le village, etc. Ils repèrent déjà des possibilités de forage, des choses comme ça. Et quand ils reviennent, ils nous disent, la nature vous a gâté et vous ne l'utilisez pas assez. La force de ce que nous avions, c'est que nous vivons dans une zone montagneuse, avec des montagnes partout. Et nous étions en train de venir construire des châteaux d'eau dans des plaines pour aller ravitailler des cimes de montagne. Ça n'a pas de sens. Et donc, il nous a dit, il faut poser vos réservoirs sur les plus hautes montagnes et à partir de là, vous distribuerez les quartiers. Ça s'appelle la distribution par refoulement. Effectivement, ça nous a paru plutôt intéressante comme idée. Et donc, ils ont regardé et du coup, les 5 châteaux d'eau dont on avait besoin ne devraient plus avoir lieu. Et donc, ils ont eu l'idée de faire 2 réservoirs, donc 2 châteaux d'eau, à partir desquels on va ravitailler la totalité de la zone concernée. Ça nous permettra non seulement de réduire les coûts, parce que du coup, on fait 2 forages par château d'eau, on passe de 10 forages à 4 forages, mais en plus, ça nous permet d'avoir des systèmes redondants. Rappelez-vous, une adduction d'eau dans un quartier, si cette adduction d'eau avait un souci, tout le quartier arrêtait l'eau. Là, on va avoir 2 réservoirs qui se croisent, et donc je peux arrêter un réservoir, faire du nettoyage ou faire des réparations pendant que les populations sont ravitaillées par l'eau. Afin d'augmenter encore la sécurité, ils ont décidé de ne pas faire des réservoirs uniques. Donc, quand on pose un réservoir, en fait, c'est un double réservoir. C'est comme si on mettait 2 réservoirs en même temps, dont le ravitaillement est croisé. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire qu'il faut que les 4 réservoirs soient en difficulté pour que la population ne soit plus ravitaillée. Ça s'appelle de la redondance de système. En fait, ces systèmes qu'ils nous proposent, ils ne les ont pas inventés. C'est précisément ce qu'ils font en France. C'est précisément ce qu'ils font à Paris. C'est pour ça que nous, on n'a pas de coupure d'eau à Paris. Parce que les gens ont pensé à ça. Et donc, Bafou a aujourd'hui un système qui lui était proposé, qui ressemblait à celui qu'on avait à Paris. La 3e mission de Aqua Assistance à Bafou, qui aura lieu cette fois-ci en 2018, aura pour objectif de vérifier la provenance de la ressource. C'est quoi la provenance de la ressource? Pour distribuer de l'eau, il faut déjà avoir de l'eau. Donc, où est-ce qu'on va trouver de l'eau? Et donc, cette mission est venue et a fait un relevé électromagnétique de tout Bafou. C'est-à-dire qu'ils ont passé des machines qui ont scanné le sol de Bafou pour vérifier ce qu'il y avait comme eau dans le sous-sol de Bafou. Et là, ils sont arrivés à une conclusion, c'est qu'il n'y a pas de nappe phréatique à Bafou. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de la nappe phréatique qu'on va pomper.
il n'y a pas de nappe phréatique à Bafou. Bafou est une zone montagneuse qui est une espèce de gruyère dans laquelle il y a des poches d'eau, des trous où il y a de l'eau dans le sous-sol. Et donc, il faut savoir dans quelle poche on va taper. Ayant fait le scanner électromagnétique, maintenant ils ont identifié des zones où il y avait des poches d'eau suffisamment grandes pour qu'ils puissent nous intéresser. Donc, cette mission est conclue positivement. Il n'y a pas de nappe phréatique, mais il y a des poches d'eau exploitables. On peut savoir les zones où il y a ces nappes d'eau. Alors moi, je ne les ai pas en tête, mais on a une cartographie de cela. Ils ont fait une cartographie, ils ont identifié. Et donc, s'il y a des gens intéressés, on peut toujours leur en parler. Mais moi, je ne les ai pas en tête, franchement. Je n'ai jamais mouillé dans la technique. Même si je parle comme si je connaissais de la technique, rassurez-vous, c'est juste que ça fait 6 ans que j'y baigne. Donc, j'ai fini par comprendre aussi certaines choses. Alors, cette troisième mission conclue, on est passé à la 4e mission qui a lieu en 2017. 2019, la prochaine mission a pour objectif de faire les sondages. Les sondages, on a vu des poches d'eau. Maintenant, il faut vérifier ce qu'il y a dans ces poches d'eau. Donc, on va venir faire des tests de forage pour vérifier l'existence de l'eau. Ces tests ont 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que la poche d'eau qu'on a lue, c'est véritablement une poche d'eau, parce que le relevé électromagnétique peut nous donner des informations qui ne sont pas correctes. La deuxième mission, c'est de vérifier la quantité d'eau qui est refoulée. Et le troisième objectif, c'est de vérifier le taux de renouvellement de cette eau. Pour vous donner un exemple assez simple, quand on a une poche d'eau, même si elle a 1000 mètres cubes d'eau que l'on va récupérer et transférer dans un réservoir, si elle ne se renouvelle pas suffisamment vite, on va vider les 1000 mètres cubes et après, il n'y aura plus d'eau. De la même façon, si on va taper dans une poche d'eau qui se renouvelle certes rapidement et qui n'a que 1 mètre cube d'eau, on va certes mettre 1 mètre cube d'eau, mais ce ne sera pas assez pour la consommation de la population, même si elle se renouvelle suffisamment vite. Donc, il faut avoir une espèce de compromis entre quantité et capacité de renouvellement. Et autre chose, il faut aussi penser à la qualité de ce que l'on a là-dedans. Donc, on fera aussi des relevés. Donc, en 2017, on fait ces sondages et on va trouver notamment le forage c'est Anza, qu'il se trouve, qui a une quantité suffisante et une capacité de renouvellement qui est aussi intéressante. Donc, c'est le forage qui va être retenu pour faire les premiers ravitaillements. On va faire des prélèvements qu'on va faire analyser dans les laboratoires et le résultat est aussi positif. Donc, tout ça nous met des feux au vert. Je me souviens que cette étape a été une des étapes décisives. Quand ils sont revenus, on était euphorique. Parce qu'en fait, jusque-là, toutes les analyses étaient sous réserve qu'on ait de la ressource. Chaque fois et dans chaque document, c'était écrit sous réserve de la ressource. Là, le sous réserve était levé parce qu'on avait de la ressource. Le projet devenait viable. 2020-2021, nous avons malheureusement le Covid qui nous attaque et donc on n'a pas beaucoup avancé. Mais on a continué à travailler. Puisqu'entre-temps, on pouvait lancer des appels d'offres, chercher des intervenants, notamment la société Token qui a été retenue et Build Technologies qui ont été retenus pour travailler sur toute cette partie réalisation sur le sol, sous le contrôle évidemment de l'aqua-assistance. Ce travail a eu lieu pendant le Covid et à la sortie du Covid, il y a eu une dernière mission qui est venue vérifier ce qui avait été fait et le résultat était celui qu'on voit aujourd'hui. Ils ont continué jusqu'en 2022 où ils ont livré la première phase du projet. Je parle de la première phase, mais je ne vous ai pas parlé du phasage du projet. En fait, lorsqu'on décide de mettre le réservoir sur les montagnes, on retient 2 montagnes qui sont les montagnes les plus hautes. Il y a une à Ndi et une à Bassessa. Vous le savez bien. Le Bassessa, c'est la plus haute montagne qu'on a ici. Et donc, le réservoir, le premier réservoir est sur le Bassessa. C'est un réservoir de 1000, que je ne me trompe pas, 150 mètres cubes d'eau. Donc, ça fait 1500, je crois, quelque chose comme ça. 150 mètres cubes d'eau. Un réservoir, comme je vous l'ai dit, qui en fait est un double réservoir. Et donc, les 2 réservoirs ravitaillent le même réseau. Et s'il y a un qui a un problème, le deuxième prend la main et continue le ravitaillement. Nous sommes sécurisés. Et le réservoir d'Ndi aura exactement la même chose. Donc, on a pu finir cette première partie qui a été réceptionnée dernièrement. C'est pour ça qu'on était là. La deuxième phase qui va commencer l'année prochaine concerne l'extension de ce réseau, donc sur la base de ces 2 réservoirs dont je vous ai parlé, qui partira d'Nkak jusqu'à Saint-Laurent, Nkak, dont 12 et autres, et ira jusqu'à Saint-Laurent. Cette phase est une phase complètement rotarienne dont les budgets ont été bouclés. Nous y avons travaillé, Pascal et moi, avec acharnement ces 2 dernières semaines
Et donc, on a fini par les boucler. Croyez-moi, ça n'a pas été simple. Mais je peux vous dire qu'ils sont bouclés. Et donc, on va commencer en mars. En attendant, les appels d'offres vont être lancés pour trouver les intervenants, etc., etc. Tout se passera comme ça se passait sur la première phase. La troisième phase devait avoir lieu en Ndji, donc le début du réservoir de Ndji dont je vous ai parlé, qui devait être posé. Pour cette phase, on devait en principe l'année prochaine commencer à faire les montages financiers. Mais comme pendant le Covid, on avait un peu de temps, on a travaillé sur ce montage-là aussi. Et donc, je vous confirme aujourd'hui que ce financement est également bouclé. Et donc, comme le financement est bouclé, on dit chez nous que l'argent ne dort pas, l'argent qui dort est un argent perdu. On va l'utiliser et donc, dès l'année prochaine, on va commencer les deux phases, donc la phase 2 et la phase 3, en même temps. Et donc, le forage d'Indie va être également fait dès mars et on va commencer également à faire les appels d'offres pour le montage du réservoir d'Indie. Et les autres phases vont suivre, ce seront des phases d'extension. Donc, ce n'est pas des phases très compliquées, il s'agit juste d'étendre le réseau et de construire des pompes pour distribuer de l'eau aux populations. Voilà. Est-ce que l'arrondissement de Nkoné par d'extension Balevin peut aussi bénéficier à un certain moment du projet? Alors, Balevin, vous savez que Balevin, c'est en fait la source de Bafou. Le chef Bafou est originaire de Balevin. Et donc, Balevin et Bafou, ce ne sont pas des voisins, ce sont des frères. On ne peut pas boire de l'eau à Bafou sans penser à Balevin. C'est impossible. Donc, nous avons intégré Balevin dans nos réflexions depuis le début du projet. Pour vous donner une idée, le forage dont on parle est Anza. Nza, c'est à Balevin. Il n'est pas à Bafou. Il est à Balevin. Le local technique qui contrôle tout le système qu'on a monté se trouve en Nza. C'est à Balevin. La première borne de distribution d'eau se trouve en Nza, à Balevin. Et hier, avec le sous-préfet, le préfet, le chef supérieur Bafou et autres, on est allé faire l'inauguration. Où est-ce qu'on a coupé le ruban? Anza, à Balevin. Donc, les habitants de Balevin ont été les premiers à boire l'eau provenant de Haut-Bafou, du projet Haut-Bafou. C'est les premiers. Mais on ne va pas s'arrêter là. Dans la préparation, nous avons prévu un regard avec une possibilité d'embranchement pour maintenant faire des nervures et embranchements sur Balevin. Mais ça, il n'est pas concevable que les Bafous conçoivent la distribution des nervures d'eau dans Balevin. C'est un travail que doivent faire les Balevins eux-mêmes. Nous étions à la chefferie Balevin hier et le maire nous a confirmé qu'ils allaient se mettre au travail et préparer cette partie. Merci. Et le Rotary? Allez, go. Michel. Comme nous avons le nom d'ablissement, votre nom d'ablissement, vous avez été ennoblé à la chefferie Bafou? Oui, avant-hier. Avant-hier, le nom? Mercredi 7. Le nom qu'on vous a donné, comme? Alors, Mafou. Le pont. Le pont. Mafou le pont, et comme le pont. Bon, présentez-vous à la communauté Bafou, à la communauté connue. C'est un très grand et honneur pour moi et Françoise d'être parmi vous. C'est la première fois que nous venons au Cameroun. C'est une belle nation de football aussi, je tiens à le préciser. Bafou, pour le Rotary et même pour moi personnellement, on ne savait pas où ça se trouvait. Et depuis que nous sommes arrivés donc dimanche, nous arrivons à positionner Bafou, nous arrivons à positionner le département de la Maine-et-Loire et toute la population des Bamileke. Bamileke, je me suis désolé, c'est l'âge. Je suis le représentant du Rotary. Je suis passe-président et président pour cette année, mais je vais laisser la main au 1er juillet à mon ami Jean-Marie Berland, qui sera le futur président pour le Rotary Club d'Orsay-Vallée de Chevreuse. Je suis le représentant aujourd'hui du Rotary Club international parce que le projet de Bafou, nous ne l'avons pas gardé uniquement sur Orsay-Vallée de Chevreuse, nous l'avons fait monter ce qu'on appelle chez nous au district, qui comporte plus de 73 clubs. Nous l'avons monté au niveau français et nous l'avons monté au niveau international puisque nous avons demandé des subventions spécifiques par rapport à notre organisation et nos procédures pour obtenir des subventions pour monter ce projet qui
très onéreux. Et au Rotary, nous avons des procédures assez complexes et très je veux dire, rigides. Et c'est pour ça que nous avons travaillé durement sur ce projet, mais nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes une équipe de 15 à 20 personnes à travailler sur ce projet-là, jusqu'au niveau international, jusque donc aux États-Unis. Aujourd'hui, le Rotary International est dirigé par une personne mondiale qui a pour slogan cette année « Imagine, imaginons le Rotary ». Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que en 2015 et 2016, notre ami Alfred était déjà en avance, puisqu'il a imaginé que l'eau allait couler à Bafou. Il est venu vendre son projet bec et ongle au niveau du Rotary Club d'Orsay et de Chevreuse. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Surtout pour lui, parce qu'il travaille très dur en France personnellement, mais il travaille très dur aussi pour cette association, puisqu'il a monté ce projet avec Brigitte. Et aujourd'hui, ça va être un plaisir pour moi, quand je vais rentrer en France lundi, d'expliquer, puisque je dois avoir une réunion assez rapidement avec toutes les équipes la semaine prochaine, je vais pouvoir expliquer où est Bafou, comment est ce projet, comment fonctionne son projet, toutes les difficultés que l'on rencontre, et surtout, ce qui m'a fait le plus plaisir, et j'ai été très ému, c'est de voir toute cette population avec leurs récipients prendre cette eau claire et fraîche, de voir tous ces enfants qui sont l'avenir du Cameroun, de prendre cette eau fraîche qui va endiguer toutes ces maladies. Voilà, c'est ça. Parce qu'au Rotary, nous avons 7 axes importants sur lesquels nous travaillons. Le premier qui est sur les maladies, et nous travaillons très dur au niveau international sur la polio. Et c'est pour ça qu'il ne reste plus que 2 pays qui sont l'Afghanistan et le Pakistan, où il y a très peu de cas. Donc ça, c'est une fierté du Rotary international à qui on le voit. Le deuxième, c'est l'eau et l'assainissement. C'est très très important. Hier, nous avons passé une bonne journée sur la route, mais nous avons été voir des projets, c'était plus dans le nord. Fombot. C'était Fombot. Des projets des déplacés internes, hein. C'est des réfugiés du Nozo qui se sont retrouvés là et qui n'avaient rien. Et ils essayent de se reconstruire Cette communauté. avec l'aide du Rotary. Voilà. Et nous avons vu que le Rotary RC Combo, le Rotary Club Combo, travaille très dur sur cette région, puisque nous avons visité 2 sites. Ce site où ils ont mis énormément de choses, et c'était de voir cette communauté où on était en train de remettre en place une pharmacie, un hôpital, une salle d'accouchement, plus essayer de lancer une économie locale avec la production et la vente de poulets. Ça, c'est très très intéressant pour nous. C'est ce genre d'action que nous aimons. La deuxième, c'est de voir que des gens entrepreneurs prennent des responsabilités, investissent énormément de leur temps et de leur argent pour essayer de créer une laiterie avec 8 vaches Montbéliard. Ils sont en train de mettre un système en place automatique de traite. Et on va essayer de les aider justement pour trouver ce que l'on appelle, dans le jargon de la laiterie, les tanks spéciaux réfrigérés pour conserver justement ce lait. Donc vous voyez que le Rotary, c'est une grande famille internationale où on essaye de faire des jumelages avec l'ensemble de nos clubs pour apporter toute la force du Rotary. Voilà, c'est ça. Et je vais en finir en disant que le plus important, c'est qu'il faut bien que vous soyez conscients que sans Brigitte, de la Côte d'Ivoire, la présidente du Côte d'Ivoire France, et sans notre ami Alfred, ce projet n'existerait pas. On n'aurait pas pu voir cette eau fraîche couler à bas. D'accord. C'est important, eau fraîche et potable surtout. Oui, ma foi, vous avez été annoblé. Oui. Comment ça s'est passé, l'annoblissement? C'était une grande surprise. On ne savait pas qu'il allait se passer ça, et ça nous a remplis de joie et de bonheur. Oui. De faire partie maintenant de la communauté avec le roi du Bafou. Ok, enchanté. Mais Alfred,
Les autres intervenants, c'est tantôt Tokem, tantôt Aqua Service. Comment expliquer les présents dans le projet? Tokem, c'est une organisation qui a plusieurs tâches. Je laisserai le président de Tokem, vous le verrez lui-même, il vous expliquera. Je ne fais pas la publicité de Tokem, mais de ce que nous, on a vu, c'est une société qui exécute qui dirige des travaux, suit des travaux, etc. Il faut bien vous dire que quand on réalise un projet de cette envergure, on doit être sur le terrain. Le problème, c'est que ce soit pour assistance ou au Sans Frontières ou encore le Rotary, on ne peut pas être sur le terrain tous les jours. C'est vrai qu'on a le Rotary Club de Kumbo qui va suivre une partie des travaux, mais même eux, ils ne peuvent pas être sur le terrain tous les jours. Donc, il faut des gens sur place qui vont aller vérifier. Quand on dit qu'on a fait un forage de 90 mètres ou de 110 mètres, il faut que quelqu'un atteste que c'est vraiment 110 mètres qui ont été creusés. Quand on dit qu'on va faire un forage en ZAC, il faut aller vérifier que c'est en ZAC qu'il se trouve. Sinon, ils vont faire 2-3 forages pour rien. Et donc, Tokem suit les travaux pour nous. Ils sont nos yeux sur le terrain. Ils vérifient que ce qui a été fait est fait. Ce que nous attendions de Tokem, et c'est pour ça qu'on a été très, très satisfait de ce qu'on a vu, c'était de l'exigence. On n'attendait pas d'eux qu'ils soient des experts. On attendait d'eux qu'ils aient une exigence en qualité de ce qui va être fait. On voulait que ce que l'on fait soit comme ce que l'on fait à Paris. Qu'on ne dise pas on est à Bafou, on va faire autrement. Ici, on fait avec la même qualité, la même exigence et la même fiabilité de ce qu'on livre. Donc ça, c'était le rôle de Tokem. Ils l'ont exécuté absolument. Nous sommes satisfaits de ce qu'on a vu. Très satisfait. Si je vous parle même des relevés et autres, ne pensez pas que je suis un expert. Hein. C'est parce qu'on m'a bien expliqué et le fait que je l'explique peut vous faire comprendre que les gens qui m'ont expliqué, ils l'ont tellement bien expliqué savent que de nous, quoi maintenant, on sait expliquer. Alors, il y a un deuxième volet dans la question, parce qu'il y a la maintenance. Ça s'appelle le maintien en condition opérationnelle. Ouais. Mais après, il y a l'autre volet qui est l'exploitation. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'eau qui coule, chacun vient faire ce qu'il veut avec. Rappelez-vous de ce que Kamamanka m'a dit au début. Son système était en panne parce qu'il y a des gens qui sont venus tirer de l'eau pour aller faire des briques de terre avec. Ben, si on a ça, on va aussi tomber. Donc, il faut que quelqu'un régule ce que l'on fait avec de l'eau, etc. Déjà, je vais vous dire quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire, mais l'eau ne sera pas gratuite. Bien sûr, ça ne peut pas être gratuit. L'eau a vocation à être utilisée pour la consommation, pas pour aller faire des briques de terre ou des parfums. Ceux-là peuvent faire des puits classiques et faire ça avec. Donc, l'eau sera payante. Et pour ça, sur chaque point d'eau, il y aura un fontainier. Le fontainier aura une équipe qui viendra à des heures précises donner accès à l'eau et la refermer. Très précis, ce sera contrôlé. Est-ce qu'il y aura une petite structure qui va faire cette exploitation où on va donner la chance à la communauté, à la mairie? Alors, la mairie, on n'a pas forcément une solution. Si on vous dit on a la solution à tout, c'est qu'on vous raconte des conneries. On n'a pas forcément toutes les solutions. Par contre, la mairie a mis en place la régie de l'eau. La régie de l'eau de la mairie supervise tous les systèmes. Il faut savoir que le maître d'ouvrage, c'est la mairie. Je confonds toujours le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage doit être la mairie. C'est pas il doit être. C'est la décentralisation. C'est pas il doit être. Le maître d'ouvrage, c'est la mairie. Donc, quand on finit le projet, on le remet à la mairie. La mairie a créé sa régie de l'eau qui a pour vocation de superviser tous ces travaux. Maintenant, quand on dit que la mairie supervise les travaux, est-ce que ça veut dire que c'est eux qui vont faire? Ça, c'est une autre discussion. Ils peuvent décider de le faire. Ils peuvent aussi décider de le sous-traiter à une autre organisation. En France, c'est exactement ça. Les Lyonnaises des Eaux ou autres Suez, c'est des sociétés privées qui exploitent l'eau pour le compte de la mairie. Nous posons cette question, c'est parce que si on transfère les projets, il faut aussi transférer les attitudes. C'est-à-dire qu'il serait mieux que comme vous êtes toujours des experts, des conseillers, vous êtes notre œil, on serait très bien que ce qui se passe en France, comme on a fait, que ça se reproduise ici de telle façon que pendant près de 20 ans, on va suivre le projet et s'il y a des difficultés en route, et qu'on se dit que mais, comme ça à Paris, quand tel problème arrive à Paris, on rejoint ici. Parce que tous les problèmes au Cameroun, c'est les attitudes des gens. C'est pas qu'on ne peut pas monter un projet comme cela. J'ai pris beaucoup de temps pour expliquer en détail les différentes étapes, comment on est arrivé là, et le temps que ça a mis. En fait, beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi en 2015-2016, on récupère leur argent, et jusqu'en 2020, 2021, 2022, ils ne voyaient pas une goutte d'eau couler. En fait, on pouvait faire couler de l'eau en 2016, mais elle serait déjà arrêtée là.
Et donc, c'est en prenant ce temps qu'on planifie et qu'on pense à tout. Le fameux principe de maintenance, par exemple, d'exploitation, c'est une des discussions qu'on a eues où on a refait tous les calculs en prenant les exemples de ce qui a été fait ailleurs pour vérifier la pérennité du projet. Et aujourd'hui, on a une idée, mais vous verrez les choses se faire, de comment ça devrait marcher, mais pour l'instant, on le garde pour nous. Mm. Mais rassurez-vous, Bon, je vais poser la question pour Ndi là, parce que le problème qu'on a à Ndi, il y a une crise. Vous avez pensé toujours la crise d'eau ici en bas, comme on voit, mais il y a une crise d'eau en Ndi, parce que c'est une zone agricole et que les gens discutent de l'eau. Est-ce que lorsqu'on pose lorsque vous avez posé des étangs là, on a regardé à ce que ça prenne une bonne partie de la zone agricole lundi. Alors, le projet d'Obafou est un projet de l'eau propre à la consommation des populations. Malheureusement, on ne peut pas tout faire, donc il ne s'occupe pas de la production agricole. Donc, la distribution des nervures et donc des bornes fontaines de consommation pour les populations va être déterminée avec les populations de Ndi. Nous insistons toujours que les populations soient intégrées dans la distribution des bornes dans leur zone, parce que c'est eux qui vont le consommer et il faut le faire. Alors, au passage, une des choses qu'on a décidé de faire, c'est de s'assurer que nul ne soit à plus de 500 mètres d'une borne fontaine, sauf cas d'exception. Le dernier mot. Je voulais vous donner un conseil. Vous parlez de changement d'attitude. Il faut vraiment que la population ait un changement d'attitude par rapport à l'eau. Je m'explique. L'eau, c'est la force de la nature. Elle nous donne la vie, mais elle est plus forte que nous. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut absolument être vigilant sur l'ensemble de toute la technique. Dès que l'on voit une fuite, dès que l'on voit qu'un appareil ne fonctionne pas, il faut réparer tout de suite. Sinon, vous allez casser. C'est l'eau qui cassera tout le reste du système. Et une belle installation comme ça pourrait tomber à plat parce qu'on n'a pas fait le nécessaire, peut-être pour un joint à 1 euro, peut-être pour une petite valve. Et ça, il faut que la population comprenne ça. On ne gâche pas l'eau potable. L'eau des rivières qui coule, c'est pas pareil. On peut la capter pour aller arroser les champs, c'est pas grave. Mais l'eau potable, ça a beaucoup de valeur. Parce qu'elle n'arrive pas là par hasard, il faut la traiter, ça coûte cher. D'accord, Chanté. Le mot de fin vous revient. Merci pour l'hospitalité et la gentillesse de la population de Bafou. C'est un grand merci puisque nous avons été extrêmement bien été reçus par tout le monde. Super. Et notre souhait, c'est que prenez vraiment soin de cette installation qui a été montée parce que l'eau, c'est la vie. Merci, merci.